Un territoire vierge, des colons, de la vodka et des moustiques. Un dictateur, un espion et la bombe atomique. Non, pas la bombe atomique. Bienvenue au Birobidjan, en Russie. Et ici, c'est vraiment la Géozarbie. Jérusalem au pays des soviets. Nous sommes dans la ville de Birobidjan, en Russie. Et ici, on peut trouver dans les rues de la ville de nombreuses inscriptions en caractères hébraïques. Est-on dans un quartier juif ? Mais non, c'est bien plus que ça. La ville de Birobidjan est en effet capitale de la région autonome juive de Russie. Une région qu'on appelle d'ailleurs aussi plus simplement Birobidjan. À l'extrême est de la Russie, cette région est un peu plus grande que la Belgique. Elle abrite plus de 145 000 personnes et elle a pour langue officielle le russe et le yiddish. Le yiddish, c'est un mélange d'allemand, d'hébreu et de slave, parlé à l'origine par les juifs d'Europe centrale. C'est donc bien du yiddish qu'on trouve un peu partout à Birobidjan, en particulier sur les bâtiments officiels où son emploi est obligatoire. Pourtant, la région ne comptait en 2021 que 837 juifs. Pourquoi alors ce nom et ce statut ? Un petit cours d'histoire va nous éclairer. Fin du 19e siècle. À l'époque, la Russie est un empire organisé autour du pouvoir absolu d'un tsar, régnant sur quantité de peuples, groupes ethniques ou religieux très différents. Parmi eux, 5 millions de juifs, dont la vie est très contrainte. 650 lois spécifiques restreignent en effet leur liberté. Les juifs sont ainsi cantonnés dans une zone de résidence à l'ouest du pays, où ils vivent séparés des populations locales. Ils n'ont pas le droit de posséder des terres, et ils ont un accès restreint aux études et aux carrières administratives. À cette vie déjà très dure, il faut ajouter les pogroms, c'est-à-dire les massacres qui s'abattent régulièrement sur eux avec la complicité des autorités. Et c'est à cause de ces pogroms et de cet antisémitisme que naît en 1897 en Suisse le mouvement sioniste, qui milite bientôt pour la constitution d'une terre d'accueil pour les Juifs en Palestine, alors sous contrôle de l'Empire ottoman. En attendant, les Juifs russes émigrent massivement, en particulier aux États-Unis. Mais au début du XXe siècle, la Russie va totalement changer. En 1917, Lénine et ses partisans renversent le tsar Nicolas II et fondent en 1922 l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, dont un des principes est que chaque peuple puisse vivre de manière libre et autonome sur son propre territoire, dans le cadre du socialisme, bien entendu. Pour les Yakoutes, Comices, Ukrainiens, Allemands de la Volga, etc., c'est assez simple. Leur territoire sera celui qu'ils occupent majoritairement. En revanche, pour les Juifs, c'est plus compliqué. Ils n'ont pas de territoire évident. Les autorités vont alors en choisir un pour eux, une région vierge d'Extrême-Orient, près du fleuve Amour, entre les rivières Bira et Bidjan, d'où le nom Birobidjan. Dès 1928, le Birobidjan est donc réservé aux Juifs, et il devient région autonome juive de Russie le 7 mai 1934, avec sa propre assemblée et le yiddish comme langue officielle, à égalité donc avec le russe. Pourquoi le yiddish et pas l'hébreu ? Car l'hébreu est la langue de la religion, considérée par les soviétiques comme un opium du peuple. Mais la création du Birobidjan a des buts moins avouables. Il s'agit déjà d'obliger les juifs, traditionnellement artisans ou commerçants, c'est-à-dire bourgeois, ce qui n'est pas bien pour les soviétiques, à devenir des travailleurs de la terre, c'est-à-dire prolétaires, ce qui est vachement mieux. Il s'agit également pour l'URSS de coloniser les terres de l'Est du pays, afin de faire face aux menaces du Japon, qui a envahi la Chine en 1931. Et il s'agit enfin de proposer une alternative au projet des sionistes, perçus comme des ennemis de la révolution. En effet, après la fin de l'Empire ottoman, la SDN, l'ancêtre de l'ONU, a confié la Palestine au Royaume-Uni en 1922, avec comme mission la création d'un foyer national juif sur place. Le Birobidjan est donc en quelque sorte un projet concurrent. Les premiers colons juifs partent vers le Birobidjan dès le printemps 1928. Leur voyage en train est pris en charge par l'État et ils bénéficient d'une aide alimentaire. À l'arrivée, ils découvrent un accueil minimal, des forêts à perte de vue, une chaleur étouffante en été, un froid glacial en hiver, des pluies diluviennes et des moustiques, énormément de moustiques. Mais que ne ferait-on pas pour la gloire du prolétariat ?
Les débuts sont si fatigants qu'en 1932, 60% des immigrés du Birobidjan sont déjà repartis. Malgré tout, le territoire se développe. De nombreux kolkhozes, c'est-à-dire des fermes collectives, sont bientôt en activité. L'un d'entre eux, celui de Waldheim, devient même un exemple pour le reste de l'Union soviétique. La ville de Birobidjan se développe elle aussi. École juive, théâtre en yiddish, bibliothèque de livres yiddish, et un journal, le Birobidjaner Stern, en yiddish lui aussi. À la fin des années 30, ils sont ainsi près de 120 000 à s'être installés là-bas, mais seulement 20 000 juifs. Car oui, bien que réservé aux juifs, le territoire n'est pas interdit aux autres. Oui, c'est bizarre. Pour promouvoir le Birobidjan, on tourne même en 1936 un film, Les chercheurs de bonheur. Il sera projeté en URSS, mais aussi à l'étranger, et même à New York. Car des juifs de France, d'Allemagne, d'Argentine, ou même des États-Unis viendront ici chercher une vie meilleure. Et parmi eux, il y a l'espion Georges Koval. Oui, il n'est pas connu, normal pour un espion. Les parents de Georges Koval sont des juifs qui ont fui la Russie d'avant la Révolution pour s'installer aux États-Unis. Mais en 1932, à cause de la Grande Dépression qui frappe désormais le pays de l'oncle Sam, ils font le chemin inverse et arrivent au Birobidjan. Georges Koval a alors 19 ans. Plus tard, Georges part à Moscou étudier la chimie. Et c'est là qu'il est recruté par les services secrets soviétiques, qu'il envoie aux États-Unis sous le nom de code Delmar en 1940. Là-bas, il travaille sur le fameux projet Manhattan, qui permet aux Américains de se doter de l'arme atomique en 1945. Koval, ou plutôt Delmar, livre alors des secrets qui permettront à l'URSS d'acquérir à son tour la bombe nucléaire. Finalement, profitant d'un voyage en Europe, Koval retourne tranquillement en URSS en 1948 et trouve un travail d'assistant dans une université. Est-il retourné au Birobidjan ? Pas sûr. Car depuis la fin des années 30, les choses ont beaucoup changé en URSS. Lénine est mort et c'est Staline qui est devenu l'homme fort du régime. Et pour renforcer son pouvoir, dès 1936, des centaines de milliers de personnes passent en procès expéditif, sont exécutées ou déportées dans les tristement célèbres goulags. Cette campagne de purge touche aussi le Birobidjan. Le yiddish y est d'ailleurs interdit, et le théâtre et les écoles juives sont fermées. Pourtant, après la Seconde Guerre mondiale, Staline relance le développement du Birobidjan. On affrète des trains spéciaux, des entreprises et des industries s'installent, et on construit même une synagogue. À la fin des années 40, certains parlent de 50 000 juifs présents au Birobidjan, pour un quart de la population totale. Un vrai succès. Mais en 1948, les purges reprennent, visant cette fois spécifiquement les juifs. Staline fait même supprimer le 12 août 1952 les plus grands auteurs en yiddish du pays. Un événement connu sous le nom de Nuit des poètes assassinés. Mais pourquoi Staline vise-t-il ainsi les juifs, alors que 6 millions d'entre eux, dont 1,5 million de juifs soviétiques, ont été assassinés par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale, réduisant à néant la culture juive d'Europe centrale? Une des réponses est à trouver en Palestine. Le 29 novembre 1947, en effet, l'ONU vote un plan de partage de la Palestine en 2 États, l'un juif et l'autre arabe. Et Staline a soutenu le projet. L'État d'Israël est ainsi proclamé l'année suivante. Les pays arabes voisins attaquent d'ailleurs immédiatement le jeune État et de nombreux Palestiniens fuient leurs terres. Mais c'est une autre histoire. C'est en revanche le début de la guerre froide. Et lorsque les Israéliens se tournent plutôt vers les Américains, Staline, dans sa grande paranoïa, souffle sur les braises de l'antisémitisme en faisant de chaque juif du RSS un potentiel agent ennemi. À la mort de Staline en 1953, la répression s'arrête enfin. Il est cependant trop tard, les juifs quittent désormais le Birobidjan. En 1959, ils n'y sont plus que 15 000. En 1989, 9 000. D'autres rejoignent Israël après l'éclatement de l'URSS en 1991, en même temps que 600 000 autres juifs de tout le pays. À la fin du XXe siècle, c'en est donc fini du projet de terre juive soviétique au Birobidjan. Néanmoins, la région a gardé son nom au sein de la Fédération de Russie née sur les cendres de l'URSS. Et pour certains, l'identité juive du territoire n'est plus que folklore. Ben oui, il n'y a plus que 837 juifs sur place. Mais d'autres signes montrent au contraire qu'elle est encore un peu vivante. Dans les années 2000, la région a en effet enregistré des retours de juifs d'Israël.
lassé de la chaleur et des dangers du Proche-Orient, et attiré ici par un boom économique porté par des échanges commerciaux avec la Chine voisine. D'ailleurs, en 2004, une deuxième synagogue a même été construite. Dans un reportage en 2009, on y faisait d'ailleurs la fête et on y buvait de la vodka cachère. Et en 2020, le Birobidjaner Stern a fêté son 90e anniversaire. Subventionné par la région, il paraissait encore. Le Birobidjan ? Un écho faible mais persistant de la culture juive d'Europe centrale, aujourd'hui disparue.